Voilà, juste une nuance. Pour le reste, je ne vais pas rentrer dans le détail pour que vous ayez le temps d'intervenir quand même, parce que le temps passe. On n'a pas de limitation. Moi, si, malheureusement, une autre table ronde après. Bon, eh bien, très bien, merci. Alors, qui veut demander quoi? Oui, monsieur. On va faire trois petites réflexions. La première, c'est ce que vous dites sur... Parlez fort. La première, c'est ce que vous dites sur le roman policier scandinave. Attendez, on va vous passer le... La première, c'est que contrairement à ce qu'on imagine en France, le roman policier scandinave, il n'est pas récent. En Scandinavie, en particulier en Suède, le roman policier, il est né exactement à la même époque que Sherlock Holmes. Que Sherlock Holmes. C'est-à-dire à la fin du 19e, début du 20e. Vous pouvez donner un nom? Ah, il y en a plusieurs, et il suffit... Allez-y voir. Il suffit que vous lisiez les anthologies de M. Hugh Green, le frère de Graham Greene, qui s'appelle Les Rivaux de Sherlock Holmes, où il y a... Donnez des noms d'art. Je peux vous savez que c'est ma spécialité. Hein. Je peux vous les écrire et vous envoyer les textes, si ça vous amuse. Et le roman policier scandinave, il a duré depuis des années, avec des auteurs qui s'appellent Stig Trenter dans les années 30, Maria Lang dans les années 50, Olof Swedelid, et il y a depuis des générations et des générations des sociétés d'auteurs de romans policiers en Scandinavie. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez parlé de la bande dessinée. Alors, sur la bande dessinée, puis on reviendra au cinéma après, sur la bande dessinée, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'évolution des super-héros. C'est que dans un premier temps, les super-héros, que ce soit Superman ou Batman, c'est des individus. Dans un deuxième temps, beaucoup de super-héros sont des héros collectifs. X-Men, les 4 Fantastiques, Justice League of America. Puis si on regarde l'évolution du cinéma, c'est aussi extrêmement intéressant. À Hollywood, dans le cinéma américain, longtemps, le héros, il est parfaitement discernable. Quand on voit un film avec Gary Cooper, on sait que le héros, c'est Gary Cooper. Si on prend le cas de Humphrey Bogart, ça devient plus compliqué. Parce qu'il est à la fois un méchant dans ses premiers films et puis il devient un héros. Puis maintenant, dans le cinéma américain, depuis pas mal d'années, le personnage central, c'est plus le héros, c'est le anti-héros. C'est l'anti-héros. Et là, il y a un problème du anti-héros, parce qu'il y a plusieurs cas de anti-héros. Et il y a le cas peut-être le plus intéressant, qui est le anti-héros qui devient, à la fin, finalement un héros, parce qu'il fait quelque chose qui dépasse sa propre condition. Très bien. Monsieur? Oui, alors, oui, c'est une question particulièrement à M. Boyer. Vous avez fait allusion tout à l'heure au domaine là, dont vous êtes spécialiste, le héros germano-scandinave, et vous dites qu'il est. Vous citez le cas, par exemple, du héros qui meurt d'un glaive qui transperce en plein pendant son sommeil, c'est-à-dire qu'alors qu'il est héros de diverses aventures, il finit par pris dans un moment d'impuissance involontaire, en toute sorte, et par surprise, comme une marche du temps et de l'espace, en quelque sorte, qu'il n'a pas conquis et qui crée toujours à un moment qu'il ne maîtrise pas et qu'il surprend. Est-ce que, quand vous affirmez ça, vous voulez dire que presque tous les héros germano-scandinaves ont une fin involontaire et de surprise, qui est dans le dos, en quelque sorte? Non, j'ai parlé du héros, comme vient de dire mon voisin, divin, si j'ose dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire le seul héros qui appartient au corpus des textes, disons, religieux. Mais il est clair que, et là vous retombez dans des cas que j'ai évoqués en détail, il y a des quantités de héros dans les textes anciens, mais ce ne sont pas des héros surhumains, si j'ose dire, ce sont des... Si, ah oui, non. Ce sont des héros qui font des choses absolument extraordinaires, mais qui ne ressortissent pas au domaine des dieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. C'est que le seul héros divin, si j'ose dire, c'est Sigurdur. Non mais Starkavur, c'est un héros légendaire qui n'est attesté par aucun texte, sinon dans Saxo Grammaticus.
Et c'est Saxo Grammaticus qui l'a fabriqué, Starkadr. D'autres questions, s'il vous plaît? Je pourrais ajouter, moi, une nouvelle remarque qui sort un peu du cadre de ce que je vous ai dit. Notre seul problème, c'est la mort. Comme dit mon ami Joubert, la seule vérité de l'homme, c'est la vie, et la seule vérité de la vie, c'est la mort. Et nous savons tous, nous allons mourir, et nous sommes tous scandalisés par ce phénomène et cette absurdité que représente la mort. Alors on peut considérer que le héros est celui ou celle qui a réussi à triompher de cette absurdité, de cette aberration, de ce tragique qu'est la mort. Et sauf que je suis en train en ce moment de travailler sur Kierkegaard, que vous connaissez peut-être, n'est-ce pas, qui a passé toute une œuvre immense à méditer sur la temporalité et sur la mort, et à trouver une solution qui permettrait de dominer la temporalité et d'accepter la mort. Alors on peut dire, et je n'ai pas voulu développer ce thème-là parce que je vous ai déjà suffisamment assommé comme ça, on peut dire que le héros, dans une culture donnée, à l'intérieur d'une ethnie donnée, c'est celui qui vous donne une possibilité de triompher de la mort, qui vous offre une ouverture vers un autre monde que le vôtre, tout simplement. C'est dans cette mesure qu'on peut parler de héros surnaturels. Ça, je n'ai pas voulu développer parce que ça entraîne trop loin, mais c'est une dimension à prendre en considération. Allez, je vous écoute là. Sur la question des héros qui peuvent être propres à un peuple ou à une culture et qui ne le seraient pas chez les autres, le cas que je connais bien, donc c'est le russe Ilya Mouromiec, qui a quelque chose de particulier et qu'on ne retrouve pas ailleurs, et qui a été l'un des ferments de sa reprise, notamment par la propagande soviétique. C'est que ce personnage, qui est un personnage qu'on a collecté essentiellement chez les populations de bannis, de réprouvés en pleine Sibérie, comme par hasard, c'est un chevalier, c'est un homme colossal qui tue des monstres, et en même temps, c'est le fils d'un moujik, c'est le fils d'un paysan. C'est rappelé sans arrêt dans les textes qui lui sont consacrés. On l'appelle le vieux cosaque. Alors, un cosaque, c'est un cavalier qui fait la guerre, évidemment, mais c'est avant tout quand même un paysan. Et là, c'est quelque chose qui est pertinent et qui rejoint justement ce que vous disiez sur le fait qu'un héros peut être héros chez un peuple et pas chez un autre. C'est qu'on imagine très mal, chez d'autres populations, un héros qui soit aussi systématiquement nommé paysan. Son patronyme, c'est Selyaninovitch. C'est Ilya, fils de paysan. Là, on a un cas très très précis, justement, donc d'un héros qui ne pourrait jamais sortir des frontières de son domaine. Il ne pourra jamais être adopté. Il y a eu des tentatives. Il y a un texte allemand du XIIe siècle et un passage de la Tidrek Saga, qui est une compilation de textes allemands, mais en langue scandinave, qui mentionne Ilya Mouromiec au Moyen-Âge. Deux petits trucs, c'est tout. Mais il n'a jamais pris racine ailleurs autrement. Il est marginal. Alors qu'en Russie, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, une centaine de textes qui ont été collectés, que ce soit en prose ou en vers, qui ont été réunis dans un corpus qui fait plus de 500 pages. Voilà. Un exemple concret de héros qui l'est chez les uns, mais qui ne pourrait jamais l'être chez les autres. Et pourtant pas pour des valeurs morales. Parce qu'il est exemplaire autant qu'un autre. Vous voyez que je baigne dans la volupté la plus pure. Il vient de citer Kartla Magnus Saga, la saga de Charlemagne, qui vient d'être traduit dans la pochothèque par mon élève Daniel Lacroix, si ça vous intéresse, et qui est un texte ultra précieux parce qu'en effet, comme il vient de dire, contient des éléments que ne contiennent pas nos chansons de gestes traitant de Roland. Et il vient d'évoquer à l'instant Félix Saga, c'est-à-dire la saga de Diedrich de Vérone,
que mon autre ami Claude Lecouteux, qui est bien connu ici, vient aussi de traduire chez Masson. Donc, si vous ne connaissez pas ça, ben, il faut pleurer. Là. D'autres questions encore? Oui, madame. Merci. Donc moi j'ai un petit commentaire justement quand vous parlez d'interprétation culturelle, que pour une civilisation un héros en est un et pas pour. En fait, vous avez donné un exemple parce que d'après ce que je comprends, les super-héros américains, ça ne vous intéresse pas du tout. Et je pense qu'effectivement, nous en Europe, surtout peut-être en France, on a du mal avec les super-héros américains parce que on les voit un peu comme justement des surhommes, et cette notion de surhomme, comme vous l'avez dit, elle a été complètement gâchée par les nazis. Mais quand vous vous y intéressez un peu aux super-héros, vous vous rendez compte, en fait, ce sont souvent des êtres humains qui ont plein de failles, et c'est quand même ce qui fait leur intérêt. Vu de loin, on a l'impression que ce sont des êtres parfaits, sans aucun intérêt, qui ont des super pouvoirs, mais c'est pas vraiment le cas. En fait, ce qui fait leur intérêt, c'est qu'ils ont plein de failles. Certains n'ont pas de pouvoir comme Batman et flirtent avec justement le mauvais côté, leur mauvais côté. Et en fait, moi je pense que, moi quand j'étais petite, j'ai lu l'Iliade, pardon, même Gilgamesh, je me souviens avoir lu Gilgamesh, mais j'ai tout oublié dans la collection Contes et légendes. Mais en grandissant, finalement, je me suis mise à m'intéresser aux super-héros plutôt américains, puisqu'on n'en a pas en France. Et en fait, si vous y intéressez, vous vous rendrez compte qu'ils ont des côtés effectivement héroïques, exemplaires, et qui ne sont pas dénués d'intérêt. Voilà, c'était pas une question, c'était juste un commentaire. Merci madame. C'est clair ce que vous dites là, n'est-ce pas? On se fabrique un héros quand on n'a plus de sous-bassement. C'est une autre veine que je n'ai pas exploitée, on ne peut pas tout dire en une heure, même pas une demi-heure. On se fabrique un héros quand on ne peut plus exploiter ce qui est spontanément propice à l'héroïsme dans le fond religieux ou moral ou ethnique, hein, ça c'est clair. Allez, madame. J'étais en train de me dire que, vous parlez de héros, enfin des héros des temps passés, et j'ai l'impression à vous entendre, et puis même en pensant à ce que je sais, c'est que il me semble qu'avant il y avait moins de héros que maintenant, enfin pas moins de héros, enfin je veux dire moins au sens que les gens se rattachaient plus à un seul, un modèle. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a pléthore, il y a plein de... Il n'y a plus vraiment de... Enfin, je me dis, s'il y a encore des héros maintenant, c'est peut-être des mini-héros au sens... vous voyez ce que je veux dire? S'il y a des héros maintenant au XXIe siècle, quels sont-ils, quoi? Est-ce que c'est pas... c'est quoi les héros maintenant? Je suis d'accord avec vous. Il y a une atomisation du phénomène. Il y a une atomisation du phénomène précisément parce que la notion de sacré est en train de se perdre, hein, ou plutôt elle est en train de se déplacer. Elle est en train de se vulgariser, vaporiser, je ne sais pas quoi dire, hein. Mais si je crois, je ne sais pas ce que pensent mes deux amis là, je crois qu'on conserve la notion de héros intangible. Seulement, on la disperse parce qu'on manque de possibilités de centralisation, de points de repère. Il ne faut pas oublier qu'on est en chrétienté. Ça fait 2000 ans qu'on est en chrétienté. Le héros majeur de la chrétienté, c'était le Christ, n'est-ce pas? Bon, il est en train de se dévaluer, comme vous le savez. Alors, peut-être qu'on cherche des substituts, c'est pas impossible, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand Brigitte Lyon a parlé de Gilgamesh, qui a duré 1000 ans, maintenant, nos héros actuels... maintenant, j'ai l'impression que les héros sont jetables, maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Si on demande à un adolescent de 15 ans, c'est quoi ton héros? Il va peut-être nous sortir quelque chose un type de manga, on ne sait pas. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? J'ai le sentiment que les choses ont basculé à la fin du Moyen-Âge, à partir du moment où j'ose les appeler à partir de ce moment-là, auteurs, ont cessé de piocher systématiquement dans un répertoire commun pour se créer le leur. Avant cela, un skald, un barde, tout ce qu'on veut, va prendre dans un fond commun pour lui donner sa propre forme s'il le souhaite, quoique pas toujours. Parfois en reprenant même des éléments de forme de ceux qui l'ont précédé. Mais en tout cas, il pioche dans un fond d'histoire qui est commun. Alors qu'à partir de la Renaissance et de l'humanisme, chaque auteur va pouvoir se créer son propre héros, qui va être accaparé ensuite par ses lecteurs, peu importe, mais en tout cas qui va bien souvent mourir avec son auteur, s'il n'a pas eu le succès escompté. D'autres vont survivre, parfois
en ayant de nouveaux auteurs, mais c'est loin d'être toujours le cas. Et par exemple, s'il n'y avait pas les adaptations cinématographiques actuelles, les 4 mousquetaires s'arrêteraient à Alexandre Dumas. Bon, ce sont des personnages héroïques qui continuent, qui ont une évolution, mais par le biais du cinéma. Il n'y a pas d'autres, pas réellement, il y en a, mais il y en a si peu, qui reprennent ces personnages-là comme si c'était un fond commun pour en refaire autre chose. Ça n'est plus dans les mœurs. On ne fait plus ça. On ne considère plus qu'il y a un paquet commun de récits dans lequel on va pouvoir reprendre des trames, des idées, des histoires, sans cesse les mêmes, mais les raconter d'une manière différente. C'est plus ça maintenant. Ou alors si, c'est un peu ça, parce que l'humanité a des capacités quand même de création qui sont limitées, mais dans ces cas-là, on va maquiller ça en changeant les noms d'endroits, les noms de personnes, voire même en inventer, ça va être la fantaisie, la science-fiction, avec des cadres qui resteront communs et des héros qui finalement vont ressembler aux anciens, mais ne seront plus les mêmes. Ils ont changé de nom, ils ont changé de localisation. Mais à chaque auteur son héros, en quelque sorte. Je m'inscrirai un peu en faux par rapport à ce que vous venez de dire, parce que il y a bien un fond commun qui continue d'alimenter toute une création aujourd'hui, c'est le roman arthurien. Et moi qui ai un petit peu travaillé la littérature arthurienne, je suis tout à fait frappée du fait que le siècle où on a le plus écrit de littérature arthurienne, c'est pas le 12e, c'est pas le 13e, c'est la fin du 20e et le début du 21e. Oui, mais là, on peut vous répondre tout de suite. C'est un problème de vulgarisation. Hein. Tout simplement, il y a des œuvres qui sont maintenant accessibles à tout le monde et qui ne l'étaient pas, mettons, au XIIIe ou au XIVe siècle. Hein, c'est tout. Il ne faut pas inférer de la réalité. À ce moment-là, personne n'a autant parlé de la mythologie grecque qu'aujourd'hui, là, vraiment. Parce qu'on connaît les textes. Ils étaient inconnus avant. Là, cette dame est en train de travailler sur Gilgamesh. Qui connaissait Gilgamesh avant maintenant? Il faut attendre les œuvres de vulgarisation de mon ami Bottero, par exemple. Mais avant ça, on ne savait pas qui était Gilgamesh. Alors, il ne faut pas inférer quand même. Et sur le corpus arthurien, il ne faut pas oublier que les conteurs médiévaux, qu'ils soient troubadours ou trouvères pour les Français, on a perdu l'essentiel de leur œuvre. Qu'est-ce qu'il reste de tout ce corpus? C'est difficile à dire, mais chacun a dû se faire sa propre variation du corpus arthurien. Or, combien était-il? Des centaines, des milliers? Des centaines. Donc il faut imaginer qu'ils avaient chacun leur version des textes arthuriens. Nous, tout ce qu'on a conservé, c'est ce qui s'est écrit. C'est une infime partie. Et parfois même, d'une soirée à l'autre, ils racontaient différemment. Donc ça fait déjà 2 créations différentes. C'est ça qu'il faut voir. C'est quelque chose qui est très bien perçu par les personnes qui s'intéressent aux textes épiques chez les peuples qui l'ont conservé au moins jusqu'au XXe siècle. Donc je pense aux Yougoslaves, je pense aux Russes, mais je pense aussi aux ethnies sibériennes, qu'un même interprète va chanter ou dire différemment le même récit d'une soirée sur l'autre. Ça fait à chaque fois 2 créations. Ça peut être parfois profondément différent, selon l'humeur du conteur, c'est oral. Mais si tout ça avait été mis par écrit directement, si par exemple chacun avait disposé d'un dictaphone et après une saisie, combien de textes on aurait conservé? Je ne sais pas. Donc moi ça me paraît difficile de faire des statistiques comme ça. On ne sait pas vraiment une statistique. Ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement des auteurs d'aujourd'hui écrivent dans l'univers arthurien des œuvres qui ne sont pas seules, ce n'est pas des traductions, des adaptations de celles du Moyen-Âge, ce sont des créations authentiques, et finalement après une éclipse, parce que si on regarde dans la Bibliothèque bleue au XVIIe siècle, il y a très peu de textes venus de l'univers arthurien, et à la fin du XXe siècle, ça explose. Il y a des dizaines d'auteurs qui écrivent des histoires d'Arthur, de Merlin, des chevaliers de la table ronde, etc. Pour être précis, la reprise, c'est au début du XIXe siècle, avec par exemple les textes de Boulanger, qui réécrit
les romans arthuriens en les mettant en ordre, etc. C'est à partir de là que la mode est lancée, avec plus ou moins des hauts, des bas, mais bon, ça n'a jamais cessé depuis cette période-là. Mais c'est vrai, oui. Ça, c'est vrai, oui, ça, je suis d'accord. À l'époque moderne et à la Renaissance, on a cessé d'en parler. Il subsiste une chose dans la Bibliothèque bleue, c'est les chroniques gargantuines, qui sont des parodies des romans arthuriens. Des parodies. C'est sous cette forme-là que ça subsiste, effectivement. Donc il n'y a pas vraiment de rupture, mais ça n'empêche, bon, c'est un cas. Hein, le cycle arthurien, c'est un cas parmi d'autres au Moyen-Âge, ne serait-ce que pour le Moyen-Âge français, c'est pas énorme. La geste de Charlemagne, elle est totalement ignorée de nos jours. Personne n'écrit dessus. Alors combien d'œuvres il y avait au Moyen-Âge sur ça? Plein, plus que même que de romans arthuriens. Je crois qu'on retombe dans les problèmes culturels qui ont été invoqués, c'est-à-dire que chaque époque et chaque culture fait ses choix dans le stock qui est à disposition. Pour nous, encore une fois, on a le cas de Gilgamesh qui est très productif en fait. Moi j'ai vu je ne sais pas combien de pièces de théâtre, de ballets, j'ai lu des BD, etc., des romans de science-fiction sur Gilgamesh, ça prolifère littéralement. Mais il y a d'autres textes qui ont été traduits, et par Jean Bottero aussi, et qui ne donnent rien, parce que ça n'a aucun écho chez nos contemporains. Et donc je crois que le phénomène, c'est aussi un phénomène de choix. Il y a des héros qui interpellent plus que d'autres, ou qui se prêtent plus que d'autres à ce qu'on peut investir dans leur image. C'est peut-être pas un hasard si Gilgamesh est en quête d'immortalité pour son succès moderne. Alors c'est ce qui est caractéristique, c'est assez... Bon, j'étais frappé aussi parce que vous disiez sur la mortalité, hein, le héros Gilgamesh, c'est celui qui, je dirais, pendant la moitié du récit accomplit de grands exploits, et à la moitié du récit, il se rend compte que quand même il va mourir, et ça l'ennuie beaucoup, et donc sa dernière quête, c'est la quête de l'immortalité, et c'est un échec complet. Sauf qu'à la fin, il finit par faire la seule chose que peut faire un homme, c'est-à-dire accepter sa mortalité, ce qui est déjà une assez belle victoire. Et voilà, c'est vraiment le héros qui n'a pas trouvé ce qu'il a cherché, mais qui a trouvé autre chose. Et ça, je pense que ça parle énormément aux gens, et c'est cet aspect-là qui revient toujours. Mais, bizarrement, c'est un aspect qui est premier dès les plus anciennes légendes sur Gilgamesh. On a une espèce d'obsession de la mort. On a des légendes sumériennes sur Gilgamesh et la mort. Oui, je vais prolonger ce qu'elle dit. Un héros, un des caractères majeurs du héros, c'est qu'il ne meurt pas. Il renaît, il ressuscite. Il se retrouve chez un autre héros qui ne s'appelle pas comme lui, qui ne fait pas les mêmes choses que lui, mais qui a les mêmes valeurs paradigmatiques que lui, tout simplement. Alors des Gilgamesh, on en a certainement vivant aujourd'hui, hein, certainement. C'est tout? Vous êtes au bord du suicide, tous autant que vous êtes? Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attente et de la qualité de votre écoute.